J'étais une auxiliaire civile loyale de l'Empire du Japon. Pendant des mois, la jungle d'Indochine avait été notre seul refuge et notre prison, jusqu'à ce que la faim et la maladie nous obligent à nous rendre. La propagande nous avait préparés à la torture et au déshonneur. Mais le jour de notre capture, la mort n'est pas venue. À la place, une odeur a frappé mes narines, une odeur si puissante qu'elle a balayé des années de doctrine. Ce n'était pas l'odeur du sang ou de la cruauté, mais celle du savon et du tabac blond. Ce jour-là, j'ai appris que l'enfer qu'on nous avait promis avait une odeur de propreté, et que le monstre avait le visage d'un homme fatigué. Comment l'ennemi que l'on m'avait décrit comme une bête sanguinaire a-t-il pu être le seul à me sauver la vie? Et pourquoi ai-je mis si longtemps à voir la vérité? Avant que je ne vous raconte comment un morceau de mangue ou le geste d'un médecin ont changé mon destin, n'oubliez pas de commenter ici de quel pays vous m'écoutez. Et de vous abonner à la chaîne. J'aime savoir que l'histoire n'a pas été oubliée. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer le moment où j'ai découvert que je me battais du mauvais côté. La porte du camion s'est ouverte dans un grincement métallique qui a déchiré la chaleur moite de Saigon. La lumière du jour m'a aveuglé, mais c'est l'odeur qui m'a terrassé. Un mélange de diesel, de poussière et de quelque chose d'autre, quelque chose d'inconnu. Une propreté presque agressive. Nous avons été poussés dehors. Une vingtaine de femmes japonaises en haillons. La peau collante de sueur et de crasse, les os saillants sous nos uniformes déchirés. Dans ma paume, je serrais mon éclat de verre, le métal aiguisé mordant ma chair. C'était ma dernière parcelle d'honneur, mon ultime acte de défi face au monstre qui nous attendait. Les officiers nous l'avaient répété jusqu'à la nausée. Les soldats français, revanchards et cruels, nous feraient regretter d'être nés femmes. Chaque pas sur ce sol étranger était un pas vers le déshonneur ou la mort. Je priais pour que la mort vienne en premier, rapide et propre. Pourtant, il n'y a eu ni cri, ni coup, ni regard lubrique. Juste un ordre bref, aboyé dans une langue gutturale. Les gardes nous ont alignés devant un baraquement en bois sombre. Leurs mouvements précis, presque mécaniques. Leur silence était plus terrifiant que n'importe quelle menace. La haine, je la comprenais. La brutalité, je m'y attendais. Mais cette efficacité, froide. Cette indifférence calculée, c'était déstabilisant. Autour de nous, le camp de prisonniers s'étendait sous un soleil de plomb. Une symétrie de barbelés et de baraques qui semblait nier toute forme de chaos. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine que j'avais peur qu'il l'entende. La voix de mon commandant résonnait dans ma tête. Une femme japonaise choisit la mort avant la souillure. N'oubliez jamais qui vous êtes. Je n'avais pas oublié. J'étais une traîtresse, simplement parce que j'étais encore en vie. C'est alors qu'il est apparu, le sergent français. Il est sorti du bâtiment principal, et un silence encore plus lourd est tombé sur nous. Il était grand, bien plus grand que tous les hommes que j'avais connus. Son uniforme kaki était impeccable, pressé, et ses bottes brillaient malgré la poussière. Il n'était pas gros, mais il était plein. Là où nous n'étions que des angles et des creux, lui était une présence solide, nourrie. Il avait le visage buriné d'un homme qui avait vu la guerre, mais ses yeux clairs ne contenaient pas la folie sanguinaire que la propagande nous avait promise. Ils étaient simplement las. Il sentait le tabac, un arôme riche et doux, et le savon à la lavande. Cette odeur, si banale et pourtant si luxueuse, était une insulte à notre puanteur, à notre misère, à notre défaite. Il était le vainqueur, et nous n'étions que le butin sale qu'il devait maintenant gérer. La voix de la doctrine hurlait en moi. Ne te fie pas à son calme, c'est une ruse. Le prédateur joue avec sa proie. Il veut te briser l'esprit avant de briser ton corps. Je me suis remémoré les dessins que l'on nous montrait. Des soldats européens aux traits démoniaques, traînant des femmes par les cheveux, leur bouche tordue en un rictus sadique. Je me suis souvenu des histoires de nos officiers, décrivant les tortures inimaginables que l'ennemi infligeait pour le plaisir. Je baissai la tête, fixant le sol, m'attendant à sentir le canon d'un fusil contre ma nuque ou une main brutale s'emparer de moi. La honte me brûlait plus que le soleil. La honte d'avoir été capturé, d'avoir échoué, et surtout, la honte d'avoir peur. Une fille du Japon ne devait pas trembler devant l'ennemi. Elle devait lui faire face, même dans la mort. Le sergent a commencé à marcher lentement le long de notre rangée. Le bruit de ses bottes sur le gravier était le seul son, un rythme régulier qui marquait notre destin. Son ombre passait sur nous, l'une après l'autre. Je pouvais sentir son regard sur moi, un regard qui ne s'attardait pas,
qui ne jugeait pas, qui semblait simplement faire l'inventaire. C'était un regard clinique, comme celui d'un fermier inspectant son bétail. Cette déshumanisation était différente de celle que j'attendais. Elle n'était pas violente, elle était administrative. Puis il a parlé, et un autre garde a traduit ces mots dans un japonais approximatif. Vous allez être conduite aux douches. Désinfection. Vous recevrez de nouvelles. Tenue. Les douches. Le mot a résonné comme une sentence de mort. Nous connaissions toutes les rumeurs sur les chambres à gaz déguisées en douches. C'était donc là que ça allait se terminer. Pas par la torture, mais par une mort industrielle et anonyme. Mon corps tout entier s'est raidi. La faim qui me rongeait l'estomac depuis des semaines, les démangeaisons incessantes des poux qui parcouraient mon cuir chevelu, la douleur sourde dans mes pieds endoloris par des jours de marche. Tout a disparu, remplacé par une terreur glaciale et pure. J'ai jeté un regard furtif à Amy, la plus jeune d'entre nous, à peine 16 ans. Ses yeux étaient grands ouverts, remplis d'une panique muette. À côté d'elle, le sergent semblait un géant d'un autre monde. Ses mains, qui reposaient sur sa ceinture, étaient larges et propres, sans la crasse incrustée sous les ongles qui était devenue notre normalité. Il incarnait tout ce que nous avions perdu, la santé, la force, la dignité. Il était la preuve, vivante, que notre empire avait menti. On nous avait dit que le monde entier souffrait, que notre sacrifice était nécessaire. Mais cet homme ne souffrait pas. Il était le maître d'un univers où le savon existait encore. Alors que la panique menaçait de me submerger, quelque chose d'inattendu s'est produit. Amy, affaiblie par la dysenterie, a vacillé, ses genoux se dérobant sous elle. Instinctivement, j'ai tendu la main pour la retenir, mais le sergent a été plus rapide. Il n'a pas fait un geste tendre. Il a simplement attrapé son bras pour la stabiliser, son geste brusque et impersonnel. Puis il a fait un signe de tête à un garde, qui a immédiatement tendu une gourde en métal. « Buvez !» a ordonné le sergent, sa voix toujours aussi neutre. Amy a regardé l'eau comme si c'était du poison, puis l'a bu avec l'avidité d'une mourante. Le sergent l'a regardé boire, puis l'a relâché et a continué son inspection sans un autre mot. Il ne l'avait pas frappé, il ne l'avait pas laissé tomber. Il l'avait empêché de s'effondrer. Pourquoi ? Un monstre l'aurait regardé mourir avec plaisir. Cet homme avait simplement maintenu l'ordre. Et cette simple logique était en train de faire voler en éclats tout mon univers. On nous a conduites vers un autre baraquement, celui des douches. La peur s'est transformée en une certitude glaciale. C'était la fin. Mes doigts se sont resserrés sur mon éclat de verre. Ma paume était moite. Je me suis préparé à l'odeur du gaz, au sifflement de la mort. Mais lorsque les portes se sont refermées derrière nous dans un bruit sourd, ce ne fut pas le gaz qui a rempli l'air, mais un nuage de vapeur. Et puis, l'eau a jailli des pommeaux de douche. Elle n'était pas glacée, elle était chaude. Une chaleur si intense, si pénétrante, qu'elle m'a fait suffoquer. Pendant un instant, j'ai cru que c'était une autre forme de torture, une brûlure lente. Mais c'était juste de l'eau chaude. Une chose si simple, si oubliée. J'ai levé mon visage vers le jet, et j'ai pleuré sans faire de bruit, les larmes se mêlant à l'eau qui lavait des mois de crasse, de peur et de jungle. À côté des douches, on nous a donné des pains de savon, du vrai savon. Il sentait la lavande, une odeur propre et florale qui appartenait à un autre monde, au monde d'avant. Je l'ai frotté sur ma peau avec une sorte de frénésie désespérée, regardant l'eau sale couler à mes pieds, emportant avec elle la saleté, les parasites, et peut-être une partie de ce que j'avais été. La crasse partait, mais la honte restait. Pourquoi nous laver? Pourquoi nous offrir ce luxe avant de nous exécuter? La voix de la propagande murmurait dans mon esprit. C'est pour nous humilier davantage, pour nous rendre propres avant de nous souiller définitivement. C'est une cruauté raffinée, la marque de l'ennemi civilisé. Ils veulent que nous mourions en sentant ce que nous avons perdu, en réalisant à quel point nous sommes tombés bas. Après la douche, nos uniformes en lambeaux ont été jetés dans un tas pour être brûlés. Ils nous ont donné des vêtements, pas des uniformes de prisonniers rayés comme dans les films de propagande, mais de simples chemises et pantalons en coton gris. Le tissu était rêche, mais propre. Enfiler ces vêtements a été une expérience étrange. C'était comme abandonner ma dernière identité. Je n'étais plus une auxiliaire de l'Empire, juste une femme anonyme dans un camp ennemi. La sensation du coton sur ma peau propre était un plaisir si intense qu'il en était douloureux. Chaque fibre semblait me rappeler que mon corps était encore capable de ressentir autre chose que la faim,
le froid ou la douleur. C'était un confort dangereux, un confort qui pouvait affaiblir ma résolution, me faire oublier mon devoir de mourir avec honneur. Puis est venue l'épreuve la plus difficile, la nourriture. On nous a menés à un grand bâtiment qui servait de réfectoire. L'odeur qui s'en dégageait m'a presque fait défaillir. Ce n'était pas l'odeur de riz moisi ou d'insectes bouillis à laquelle nous étions habitués. C'était une odeur de bouillon de viande, de légumes cuits et de pain frais. Une odeur riche, complexe, une odeur de vie. Nous avons fait la queue en silence, recevant chacune un bol en métal rempli d'un ragoût fumant et d'un morceau de pain. Les soldats français qui servaient ne nous regardaient même pas. Ils accomplissaient leur tâche avec une efficacité mécanique, comme s'ils distribuaient des rations à leurs propres troupes. Cette absence de haine, cette routine banale, était plus déconcertante que n'importe quelle violence. Les monstres étaient censés se réjouir de notre faim, pas la soulager. Je me suis assise sur un banc en bois, le bol chaud entre mes mains tremblantes. J'ai regardé le contenu, des morceaux de viande, des pommes de terre, des carottes, dans une sauce épaisse. C'était plus de nourriture que je n'en avais vu en 6 mois. La première bouchée a été une explosion de saveurs, un choc pour mon système digestif. Atrophié. Mon estomac, habitué au vide, s'est contracté de douleur avant d'accepter ce cadeau empoisonné. J'ai mangé lentement, mécaniquement, luttant contre les larmes. Chaque bouchée était un acte de trahison. Je mangeais la nourriture de l'ennemi, pendant que ma famille, au Japon, mourait peut-être de faim. J'étais une survivante égoïste, une lâche qui se nourrissait de la pitié de ses geôliers. La nourriture avait le goût de la honte, mais je n'ai pas pu m'arrêter de manger. Mon corps hurlait pour survivre, et sa voix était plus forte que celle de mon honneur. Les jours suivants ont suivi le même schéma déroutant. Des inspections régulières par le sergent, des repas chauds, un travail léger de nettoyage du camp. Personne ne nous criait dessus, personne ne nous frappait, personne ne nous touchait. La doctrine implantée dans mon crâne se débattait furieusement contre cette réalité. « Ne sois pas dupe », me disait-elle. « C'est une torture psychologique. Ils nous engraissent comme des porcs avant l'abattage. Ils veulent briser notre esprit, nous faire croire à leur humanité pour que notre chute soit encore plus grande. » Je m'accrochais à cette explication, car l'alternative était trop terrifiante. Et si tout ce qu'on nous avait raconté était un mensonge? Et si les vrais monstres n'étaient pas ceux qui nous gardèrent captives, mais ceux qui nous avaient envoyés ici pour mourir? La dysenterie, qui nous avait suivis depuis la jungle, a refait surface. Amy, la plus jeune d'entre nous, a été la première à tomber gravement malade. Elle était secouée de fièvre et de frissons, trop faible pour se lever. Nous nous sommes occupés d'elle comme nous pouvions, lui donnant notre eau, la couvrant avec nos fines couvertures. Nous savions qu'elle allait mourir. Dans notre armée, un malade était un poids mort. On l'abandonnait ou on l'encourageait à se donner la mort pour ne pas ralentir les autres. Nous nous attendions à ce que les Français fassent de même, qu'ils l'emmènent et que nous ne la revoyions plus jamais. C'était la logique de la guerre, la seule que nous connaissions. Nous avons donc caché sa maladie autant que possible, redoutant l'inspection du matin. Mais on ne peut pas cacher l'odeur de la maladie. Lors de son inspection, le sergent s'est arrêté devant notre baraquement. Son regard a balayé la pièce, puis s'est immobilisé sur la forme frissonnante d'Amy. Un silence de mort est tombé. Nous avons toutes baissé la tête, attendant l'ordre. Allait-il la faire sortir? Allait-il nous punir pour l'avoir cachée? Il n'a rien dit. Son visage buriné est resté impassible. Il a simplement fait demi-tour et est parti. Nous avons retenu notre souffle, persuadés qu'il allait revenir avec des gardes pour l'emmener. La peur était revenue, plus forte que jamais. Nous avions eu un aperçu de la normalité, et maintenant, la réalité de notre situation nous frappait à nouveau. Nous n'étions que des prisonnières, des numéros, et la vie d'Amy n'avait aucune valeur. 10 minutes plus tard, la porte s'est rouverte. Ce n'était pas un peloton d'exécution. C'était le sergent, suivi d'un autre homme en uniforme, portant une sacoche en toile avec une croix rouge peinte dessus. Un médecin. Il n'était pas un bourreau, mais un homme d'une 50aine d'années, aux yeux fatigués et aux mains propres. Il s'est approché d'Amy sans un mot. Nous nous sommes reculés, méfiantes. Allait-il l'achever avec une injection? L'utiliser pour une expérience? La propagande nous avait raconté des histoires d'horreur sur les médecins ennemis. Mais cet homme a simplement posé sa main sur le front d'Amy pour prendre sa température, un geste professionnel, presque impersonnel. Puis, il a ouvert sa sacoche et en a sorti un petit flacon de pilules et une gourde. Le médecin a écrasé un comprimé dans un peu d'eau
et, avec l'aide du sergent qui a doucement soulevé la tête d'Amy, il lui a fait boire le mélange. Il a accompli son geste avec une efficacité dénuée de sentiment, comme s'il soignait un soldat de son propre camp. Il n'y avait ni pitié ni cruauté dans son regard, seulement de la concentration. Il a ensuite donné des instructions au sergent dans un français rapide, arrangé ses affaires, et est parti. Le sergent nous a regardés et a dit, par l'intermédiaire du traducteur, « De l'eau. Beaucoup. C'est un ordre. » Puis il est parti à son tour, nous laissant seuls avec Amy et le silence assourdissant de notre incrédulité. Il ne l'avait pas tué. Il l'avait soigné. Cette nuit-là, nous avons veillé Amy à tour de rôle, guettant le moindre changement, la peur au ventre que le médicament ne soit un poison à effet retard. Mais au lever du soleil, un miracle s'était produit. Sa fièvre était tombée. Elle dormait d'un sommeil paisible pour la première fois depuis des jours. Quand elle s'est réveillée, elle a demandé à boire, sa voix faible mais claire. Elle allait vivre. Cet acte de médecine, impersonnel et pourtant profondément humain, a été le coup de bélier qui a fait s'effondrer le mur de ma doctrine. Il n'avait rien à y gagner. C'était contraire à toute logique guerrière. Il suivait simplement des règles, des principes qui disaient qu'un prisonnier malade devait être soigné. Une larme a roulé sur ma joue. La première larme qui n'était pas de peur ou de chagrin, mais de pure et totale confusion. Si l'ennemi suivait des règles d'humanité, alors qui étions-nous? Nous qui avions été entraînés à croire que la pitié était une faiblesse et que la mort était la seule issue honorable. Pour la première fois, j'ai commencé à me demander si le véritable ennemi n'était pas l'homme en uniforme français, mais l'idée qui nous avait convaincus que notre seule valeur résidait dans notre capacité à mourir. La vérité était que ce camp, avec ses barbelés et ses gardes, était devenu l'endroit le plus sûr où j'avais été depuis des années. Le monde s'est inversé ce jour-là. Le sergent, avec son visage sévère et son odeur de tabac, n'était plus le monstre de nos cauchemars. Il était le garant d'un ordre qui nous maintenait en vie. La peur des gardes a commencé à s'estomper, remplacée par une nouvelle angoisse, plus profonde et plus dérangeante. Une peur de nos propres officiers, de notre propre code d'honneur. Si eux apprenaient que nous avions accepté des soins, de la nourriture, que nous avions survécu grâce à la bonté de l'ennemi, que nous feraient-ils? Nous avons compris que le monstre n'était peut-être pas celui qui nous gardait, mais celui qui nous avait envoyés ici pour mourir. Et cette prise de conscience était plus terrifiante que n'importe quelle menace de mort, car elle nous obligeait à affronter le fait que nous nous étions battus et avions souffert pour un mensonge. Une routine fragile s'est installée, aussi fine que la toile d'une araignée tissée dans la moiteur de l'aube. Les jours n'étaient plus rythmés par la peur de la violence, mais par une prévisibilité presque ennuyeuse. Le réveil, l'appel, les repas, le travail. Nous commencions à reprendre du poids. Nos joues n'étaient plus aussi creuses. Nos cheveux, lavés et peignés, retrouvaient un semblant de vie. Cette santé revenant était une source de honte et de culpabilité. Chaque calorie absorbée était un péché. Chaque nuit de sommeil sans cauchemar, une trahison envers ceux qui souffraient encore au Japon. La gentillesse impersonnelle des gardes était un poison lent. Ils ne nous parlaient pas, mais parfois, un soldat, plus jeune, laissait traîner un paquet de cigarettes sur un rebord de fenêtre, ou le cuisinier ajoutait une louche supplémentaire de ragoût dans le bol d'une femme particulièrement maigre. Ces gestes n'étaient jamais reconnus, jamais commentés. C'étaient des actes de décence anonymes, des fissures dans le mur de la haine que nous étions censés entretenir. Un soir, le sergent est entré dans notre baraquement après le repas du soir. D'habitude, il ne venait qu'en journée pour ses inspections. Sa présence inattendue a fait retomber un silence glacial. Il n'était pas menaçant. Juste, là. Il tenait un grand panier en osier. Il l'a posé au milieu de la pièce sans un mot. Puis il est reparti, refermant la porte derrière lui. Nous avons regardé le panier comme si c'était une bombe. Personne n'osait s'approcher. Finalement, poussé par la curiosité, j'ai fait quelques pas et soulevé le couvercle. Une odeur incroyable s'est répandue dans l'air. Une odeur sucrée, exotique, presque oubliée. Le panier était rempli de mangues mûres, leur peau rouge et or brillant sous la faible lumière de l'ampoule. À côté, il y avait plusieurs miches de pain. Pas le pain de rationnement dur, mais du pain frais, à la croûte encore tiède. C'était un luxe insensé, un cadeau impossible. Cette nuit-là, nous avons mangé en silence, presque religieusement. Le jus sucré de la mangue coulait sur nos mentons.
Une saveur si intense qu'elle en était presque douloureuse pour nos palais habitués à l'amertume et au fade. C'était le goût de la vie, de l'abondance, un monde que nous pensions ne plus jamais connaître. Le pain était doux et moelleux. En le mangeant, je ne pouvais m'empêcher de penser à ma mère, à la façon dont elle rationnait chaque grain de riz. La nourriture du sergent n'avait pas le goût de la pitié, mais celui d'une reconnaissance tacite. Il ne nous voyait peut-être pas comme des égales, mais il ne nous voyait plus comme des animaux. Il nous voyait comme des femmes, affamées et loin d'eux, chez elles. Et cette simple reconnaissance était plus précieuse et plus déstabilisante que n'importe quel mot. La gratitude qui a rempli mon cœur était un sentiment physique, une chaleur qui se propageait dans ma poitrine. Et elle me faisait mal, car elle était dirigée vers l'ennemi. La confiance, ce mot que nous avions banni de notre vocabulaire, a commencé à germer timidement. Nous ne sursautions plus à chaque bruit de bottes. Nous commencions même à relever la tête lorsque le sergent passait, osant croiser son regard fatigué. Nous comprenions qu'il n'était pas notre ami, mais il était le garant de notre survie. Il appliquait les règles, et ces règles nous protégeaient. Nous étions ses prisonnières, sa responsabilité. Cette nouvelle réalité était à la fois un soulagement et une source de confusion profonde. Nous étions en sécurité entre les mains de l'ennemi. Le monde que nous avions connu, avec ses certitudes et ses devoirs clairs, s'était effondré, ne laissant qu'un vide rempli de questions sans réponse. Qui étions-nous si nous n'étions plus des soldats prêts à mourir pour l'empereur? Puis, la nouvelle est tombée, apportée par le traducteur lors de l'appel du matin. Elle a frappé comme un coup de tonnerre dans notre ciel fragilement serein. Une délégation d'officiers japonais, détenus dans un autre camp à quelques kilomètres de là, avait obtenu l'autorisation officielle de visiter notre baraquement. Le but de la visite? S'assurer du moral et du bien-être de leurs compatriotes féminines. Le mot bien-être a résonné dans nos têtes comme une condamnation à mort. La peur est revenue, mais ce n'était pas la même peur qu'au début. Ce n'était pas la peur de l'inconnu, de la violence ennemie. C'était une terreur bien plus intime, plus viscérale. C'était la peur de nos propres frères, de nos propres chefs. La panique s'est emparée de nous comme une maladie foudroyante. Les femmes pleuraient en silence, se balançant d'avant en arrière. Amy, que le médecin français avait sauvée, était blanche comme un linge. Nous savions ce que les officiers verraient. Ils ne verraient pas des survivantes, mais des traîtresses. Ils verraient des femmes aux cheveux propres, au corps qui n'était plus décharné par la faim. Ils sentiraient sur nous l'odeur du savon français. Ils verraient que nous avions accepté la nourriture de l'ennemi, que nous avions choisi la vie plutôt que le suicide honorable qu'ils nous avaient ordonné. Dans leur code fanatique, il n'y avait pas de place pour la survie. Il n'y avait que le devoir et la mort. Nous étions souillés, non par les mains de l'ennemi, mais par sa décence. Nous nous sommes rassemblés en un cercle serré, chuchotant avec frénésie. Que faire? Devions-nous nous salir, déchirer nos vêtements, nous affamer pendant les quelques heures qu'il nous restait pour paraître plus misérables? Mais il était trop tard. La preuve de notre trahison était inscrite sur nos corps. Nous savions comment ces officiers pensaient. Pour eux, notre survie était la preuve ultime de notre déshonneur. Ils pouvaient nous juger sur le champ, nous ordonner de nous suicider, ou pire, nous punir d'une manière qui ferait regretter aux Français de nous avoir laissés en vie. Notre plus grand cauchemar n'était plus les gardes étrangers, mais les visages familiers de nos propres compatriotes, porteurs d'une idéologie qui ne pardonnait pas. C'est alors qu'une idée folle, désespérée, a germé dans mon esprit. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait nous protéger de nos sauveurs autoproclamés. Une seule personne qui avait le pouvoir de se mettre entre nous et eux. Le sergent. L'idée était si absurde, si contraire à tout ce qu'on m'avait appris, que j'ai failli la rejeter. Demander à notre geôlier de nous protéger de notre propre armée, c'était l'ultime renversement, la preuve finale que la guerre nous avait rendus folles. Mais en regardant les visages terrifiés autour de moi, j'ai compris que nous n'avions pas le choix. La logique de la guerre était morte. Seule la logique de la survie comptait encore. Et notre survie dépendait maintenant de la compassion de l'homme que nous étions censés haïr. J'ai attendu, le cœur battant à tout rompre, près de la porte du baraquement, guettant son passage pour l'inspection de midi. Quand je l'ai vu approcher, grand et solide dans son uniforme impeccable, j'ai cru que le courage allait m'abandonner. Plusieurs autres femmes se sont placées derrière moi, un soutien silencieux. Il s'est arrêté, surpris de nous voir l'attendre ainsi, en dehors de la routine habituelle. Son visage s'est durci, ses yeux se sont plissés, s'attendant à une rébellion ou à une plainte. J'ai pris une profonde inspiration.
l'air chaud et humide remplissant mes poumons, et je me suis incliné profondément, comme je l'aurais fait devant un officier supérieur. Puis, dans un japonais hésitant, mêlé des quelques mots de français que j'avais appris, j'ai commencé à parler. « Sergent !» ai-je balbutié, les mots se bousculant dans ma gorge. « Les officiers japonais viennent, s'il vous plaît. Ne les laissez pas entrer. » Ma voix s'est brisée. Une autre femme à côté de moi a éclaté en sanglots et a répété ma supplique, ses mains jointes en un geste de prière universelle. « Protégez-nous. Protégez-nous d'eux. » Le sergent est resté immobile, son visage une énigme. Le traducteur qui l'accompagnait a rapidement traduit nos paroles décousues. Le sergent a froncé, les sourcils, son regard passant de nos visages suppliants aux silhouettes rigides des officiers japonais qui commençaient à traverser la cour du camp, marchant d'un pas martial vers notre baraquement. Il a compris. J'ai vu dans ses yeux qu'il comprenait la nature de notre peur. Il était face à un choix impossible. D'un côté, les ordres, la procédure, l'alliance militaire qui dictait qu'il devait autoriser cette visite. De l'autre, les visages de 20 femmes terrifiées qui le suppliaient de les protéger. Il a regardé les officiers approcher, leurs uniformes impeccables et leurs visages durs comme la pierre. Puis, il a reporté son regard sur nous, sur nos vêtements de prisonnières gris, sur nos yeux remplis de larmes. Pendant un instant qui a duré une éternité, il n'a rien dit. Le seul son était le crissement des bottes des officiers sur le gravier, se rapprochant de seconde en seconde. C'était le son de notre destin qui marchait vers nous. Mon corps tout entier était tendu, préparé au refus, à l'ordre sec qui nous livrerait à nos juges. Le sergent a détourné le regard de nous et l'a fixé sur les officiers qui n'étaient plus qu'à une vingtaine de mètres. Son visage était impassible, mais j'ai vu sa mâchoire se contracter. Il a pris sa décision. Il ne nous a pas regardés. Il s'est tourné vers les 2 gardes qui l'accompagnaient. Sa voix était basse, mais elle a claqué dans le silence comme un coup de fouet. « Verrouillez les portes !» a-t-il ordonné en français. « Personne n'entre. Personne. » Les gardes l'ont regardé, surpris, mais ils ont obéi sans poser de questions. Ils ont poussé les lourdes portes en bois de notre baraquement et ont fait glisser l'épais verrou métallique. Le bruit sourd du métal s'enclenchant a été le plus beau son que j'ai jamais entendu. À travers une fente dans le bois, je l'ai vu se planter devant la porte, barrant le passage, alors que les officiers japonais arrivaient. Je n'ai pas pu entendre ce qui s'est dit, seulement le ton sec et autoritaire du sergent et les protestations indignées des officiers. Il ne les a pas laissés passer. Après quelques minutes de discussion tendue, les officiers ont fait demi-tour, leur visage exprimant une fureur contenue, et sont repartis. Le sergent est resté un instant immobile, le dos tourné à notre porte, comme une sentinelle. Puis, il est parti à son tour, sans un regard en arrière. À l'intérieur du baraquement, un silence stupéfait régnait. Puis, une femme a commencé à pleurer, non pas de peur, mais d'un soulagement si immense qu'il était presque insoutenable. Ce jour-là, la guerre s'est terminée pour de bon dans mon esprit. Le monde s'était complètement inversé. L'homme en uniforme ennemi, notre geôlier, était devenu notre seul protecteur. Notre véritable ennemi n'était pas un pays ou un peuple, mais une idée cruelle et inflexible qui exigeait notre mort comme preuve de notre loyauté. Le sergent français, en verrouillant cette porte, n'a pas seulement désobéi à un ordre. Il a choisi l'humanité plutôt que le protocole. Il nous a accordé une chose que notre propre camp nous avait refusée, le droit de vivre. En cet instant, dans ce baraquement sombre et humide, nous n'étions plus des prisonnières japonaises. Nous étions simplement des femmes, et il était simplement un homme qui avait décidé de faire ce qui était juste. Et cette vérité était la seule qui comptait encore. Après le départ des officiers japonais, un calme étrange s'est installé dans notre baraquement. Ce n'était pas la paix, mais plutôt le silence qui suit une explosion, lorsque l'air est encore lourd de ce qui vient de se produire. Nous étions en sécurité, protégés par l'homme que nous étions censés haïr le plus au monde. Cette protection était un cadeau empoisonné. La gratitude qui m'envahissait était une sensation physique, une chaleur dans ma poitrine qui luttait contre des années de doctrine glaciale. La voix de mon commandant résonnait encore dans ma tête. La seule protection d'une femme japonaise et l'honneur de sa mort. Mais j'étais vivante. Et cette vie, je la devais à un sergent français. Chaque respiration que je prenais était un acte de désobéissance. Un pas de plus sur le chemin de la trahison que je ne pouvais plus nier. Cette nouvelle réalité a créé une fracture parmi nous.
La plupart des femmes, en particulier les plus jeunes comme Amy, voyaient le sergent comme un sauveur improbable. Elles commençaient à sourire timidement aux gardes, à accepter la nourriture sans cette lueur de honte dans les yeux. Mais d'autres, les plus âgées, celles dont les maris ou les fils étaient de haut gradé, nous regardaient avec un mépris glacial. Madame Sato, la veuve d'un colonel, est devenue leur porte-parole silencieuse. Elle ne nous parlait pas, mais son regard nous jugeait. Elle mangeait le strict minimum pour survivre, passait ses journées assise droite comme un piquet, le visage fermé. Son silence était plus lourd que n'importe quel sermon. Il disait « Vous avez oublié qui vous êtes. Vous vous laissez amadouer comme des animaux de compagnie. Vous déshonorez vos familles. » Un jour, alors que nous recevions notre ration de midi, Madame Sato a refusé son bol. Elle l'a repoussé doucement, mais avec une fermeté qui a attiré l'attention de tout le monde. Le jeune soldat français qui servait a haussé les sourcils, perplexe, mais elle l'a simplement fusillé du regard. Plus tard, elle nous a réunis. Sa voix était basse, sifflante. Chaque bouchée de leur nourriture est une insulte à nos soldats qui meurent de faim sur le front. Chaque nuit où vous dormez au chaud est une trahison envers nos familles qui grelottent dans les ruines de nos villes. Cet homme ne nous a pas protégés. Il nous a domestiqués. Il nous a transformés en trophées vivants de sa victoire, des preuves de sa prétendue clémence. Ne soyez pas ses marionnettes. Ces mots étaient des pierres jetées dans l'eau calme de notre survie, créant des ondes de culpabilité qui nous ont toutes touchés. La machine de guerre française, si efficace dans sa gestion de notre camp, l'était aussi dans la diffusion de l'information. Un matin, une grande feuille de papier a été clouée sur le mur du réfectoire. C'était une liste, traduite en japonais, des villes qui avaient subi des bombardements massifs. Mon cœur s'est arrêté de battre. Je cherchais le nom de ma préfecture, priant pour ne pas le trouver. Il n'y était pas, mais celui de Hiroshima y était, et celui de Nagasaki. Les noms étaient suivis de descriptions laconiques. Destruction quasi totale. Nombre de victimes inconnues. Le monde extérieur, que nous avions presque réussi à oublier, a fait irruption dans notre refuge avec une violence inouïe. La guerre n'était pas finie. Elle était simplement plus terrible que tout ce que nous avions pu imaginer, et elle se déroulait sans nous. Cette nuit-là, le ragoût avait un goût de cendre. La chaleur de la couverture sur mes épaules me semblait obscène. Je fermais les yeux et je voyais des ombres, des silhouettes calcinées dans les rues de ma patrie. Je pensais à ma petite sœur, à son rire. Était-elle encore en vie? Avait-elle faim? La nourriture dans mon estomac est devenue une boule de plomb, un poids de culpabilité si lourd que j'avais du mal à respirer. J'étais saine et sauve, bien nourrie, protégée par l'ennemi, pendant que mon peuple brûlait. La voix de Madame Sato revenait, plus forte que jamais, traîtresse, lâche. Et pour la première fois, j'ai cru qu'elle avait raison. Ma survie n'était pas un miracle, c'était un crime. Le sergent a dû sentir le changement dans l'atmosphère du camp. Le silence était revenu, mais ce n'était plus un silence de peur. C'était un silence de deuil. Un soir, il a fait distribuer des rations supplémentaires de café et de sucre, un luxe inimaginable. Pour la plupart d'entre nous, ce geste n'a fait qu'attiser les flammes de notre culpabilité. Comment pouvions-nous accepter ce plaisir simple alors que nos familles n'avaient peut-être même plus d'eau potable? J'ai regardé le sucre fondre dans mon café, créant un tourbillon sombre. C'était l'image parfaite de ma situation. Un bref moment de douceur dans un océan d'amertume. Une douceur qui ne faisait que souligner la noirceur environnante. J'ai bu le café, et chaque gorgée était un acte d'autoflagellation. Puis, la Croix-Rouge est arrivée. Avec elle, un mince espoir. Des lettres, des sacs entiers de courriers. Retardés, censurés, mais qui avaient traversé les continents et les lignes de front. L'attente de la distribution a été une torture. Chaque femme priait pour voir son nom appelé, et en même temps, le redoutait. Une lettre pouvait apporter la confirmation de la vie, mais aussi la certitude de la mort. C'était un pari avec le destin. Quand le traducteur a appelé mon nom, Akiko Tanaka, j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. J'ai pris l'enveloppe fine et usée avec des mains tremblantes. L'écriture était celle de ma mère. Elle était vivante. Mais ce qu'elle disait allait me hanter pour toujours. Le papier était fragile, presque transparent par endroits à cause de l'humidité. Ma mère décrivait la vie à la campagne, où ils s'étaient réfugiés. Elle ne parlait pas des bombes, mais de l'ennemi plus insidieux, la faim. Elle décrivait comment il faisait bouillir des racines et des écorces pour faire une soupe.
comment mon petit frère pleurait la nuit à cause des crampes d'estomac. Elle terminait sa lettre par une phrase qui m'a transpercé le cœur. « Sois forte, ma fille. Nous prions pour que tu aies assez à manger, où que tu sois. Nous supportons tout cela en pensant à toi, en espérant que ton sacrifice ne soit pas vain. Mon sacrifice. » Elle pensait que je souffrais, que je me sacrifiais pour l'Empire. Elle ne savait pas que je mangeais du pain frais et des mangues, que je dormais sous un toit solide. Le contraste entre sa réalité et la mienne était une faille qui s'ouvrait en moi, menaçant de m'engloutir. J'ai relu sa lettre des dizaines de fois, jusqu'à ce que les larmes brouillent en l'encre. La protection du sergent, les soins du médecin, la nourriture chaude. Tout cela n'était plus des actes d'humanité, mais les barreaux dorés de ma cage de honte. J'étais devenu exactement ce que la propagande décrivait. Une prisonnière qui avait perdu son âme japonaise. La survie avait un prix, et ce prix était la déconnexion totale du sort de mon propre peuple. Je n'étais plus l'une d'entre eux. J'étais une observatrice bien nourrie de leur agonie, et cette pensée était plus insupportable que n'importe quelle torture physique. Madame Sato a vu la lettre dans mes mains. Elle n'a pas eu besoin de demander ce qu'elle contenait. Elle l'a lu sur mon visage. Ce soir-là, elle n'a pas eu besoin de parler. Elle a simplement organisé une veillée. Nous nous sommes assises en cercle. Celles qui avaient reçu des lettres et celles qui n'en avaient pas reçues, le silence de ces dernières étant peut-être encore plus lourd. Dans l'obscurité, les sanglots étouffés ont commencé. Nous ne pleurions pas seulement pour nos familles. Nous pleurions pour notre pays en ruine, pour notre honneur perdu, et pour l'abîme qui nous séparait désormais de tout ce que nous avions connu et aimé. Nous étions des fantômes, suspendus entre un passé détruit et un avenir inimaginable. Au milieu de cette vague de désespoir collectif, la voix de Madame Sato s'est élevée, calme et tranchante. Maintenant, vous comprenez. Leur gentillesse est leur arme la plus cruelle. Elle nous a isolés de la souffrance de notre nation. Elle nous a fait oublier notre devoir. Mais il n'est pas trop tard. Nous pouvons encore leur montrer qui nous sommes. Nous pouvons refuser leur confort. Nous pouvons jeûner, prier pour nos morts, et montrer à ces barbares que l'esprit du Japon ne peut être acheté avec un bol de soupe. Son appel à la pénitence a trouvé un écho puissant dans nos cœurs brisés. C'était une façon de reprendre le contrôle, de transformer notre culpabilité passive en un acte de défi actif. J'étais complètement déchiré. Une partie de moi voulait la suivre, se laisser consumer par le feu purificateur de la souffrance. Je voulais refuser la nourriture, me rapprocher par la faim de ma famille, payer ma dette de survie. Mais une autre image s'imposait à mon esprit, le visage d'Amy, revenant à la vie grâce aux médicaments français. Le dos du sergent, formant un rempart entre nous et la folie de nos propres officiers. Comment pouvais-je haïr l'homme qui nous avait sauvés de nous-mêmes? Comment pouvais-je rejeter une humanité que j'avais vue de mes propres yeux? Accepter la souffrance était facile. C'était la voie que l'on nous avait toujours enseignée. Accepter la gratitude envers l'ennemi, vivre avec cette contradiction, c'était cela, le véritable fardeau. Alors que les rumeurs sur la fin imminente de la guerre commençaient à circuler, apportées par les gardes qui parlaient plus librement, une nouvelle peur s'est ajoutée à notre culpabilité. Qu'allait-il advenir de nous? Si le Japon perdait, que signifierait notre retour? Nous ne serions pas accueillis comme des survivantes, mais comme des anomalies, des spectres d'une guerre que tout le monde voudrait oublier. Notre histoire, celle de la décence inattendue de nos geôliers, serait inaudible dans le fracas de la défaite et de la reconstruction. Nous étions piégés, non plus par les barbelés du camp, mais par la complexité de notre propre histoire. Nous étions reconnaissantes envers nos ravisseurs et loyales à une nation qui nous considérerait probablement comme des parias. Je me suis retrouvée seule, prise au piège entre deux mondes. D'un côté, la loyauté fanatique prêchée par Madame Sato, une loyauté qui exigeait que je nie la vérité de ce que j'avais vécu. De l'autre, la gratitude silencieuse envers le sergent, une gratitude qui me coupait de mes racines et de mon identité. La guerre à l'extérieur touchait peut-être à sa fin, mais à l'intérieur de moi, une bataille bien plus féroce faisait rage. Ce n'était plus une lutte pour la survie physique, mais pour la survie de mon âme. Qui étais-je? La soldate loyale prête à mourir? Ou la femme qui avait appris que l'humanité n'avait pas d'uniforme? La réponse à cette question déterminerait non seulement si j'allais vivre, mais comment j'allais pouvoir continuer à vivre. Le jour où le monde a basculé n'a pas commencé par un coup de feu, mais par un silence. Un silence anormal, oppressant, qui s'est abattu sur le camp au milieu de la matinée.
On nous a ordonné de nous rassembler sur la place d'appel, sous un soleil de plomb qui faisait miroiter les barbelés. Toutes les prisonnières étaient là, ainsi que tous les gardes disponibles. Ils n'étaient pas menaçants, mais leur nombre et leur sérieux inhabituel ont fait naître une nouvelle sorte de peur. Le sergent se tenait près d'un officier supérieur que nous n'avions jamais vu. Un homme au visage grave et à l'uniforme encore plus impeccable que le sien. Quelque chose d'important allait se produire. Une sentence collective? Un transfert? Mon cœur battait contre mes côtes, un tambour annonçant une fin que je ne parvenais pas à imaginer. Madame Sato se tenait droite comme un piquet, son visage une toile de mépris stoïque, prête à affronter la mort. L'officier a déplié une feuille de papier. Il a parlé en français, des mots nets et sans émotion. À côté de lui, le traducteur attendait, le visage blême. Puis il a pris la parole, et ses mots ont fendu l'air chaud et humide comme un éclat de glace. Par ordre du commandement suprême des forces alliées, je vous informe. Il a fait une pause, et dans ce bref instant, j'ai imaginé le pire. Que Sa Majesté l'Empereur du Japon a annoncé la capitulation sans condition de l'Empire. La guerre est terminée. Le silence qui a suivi n'était pas un silence. C'était un son, le son de 20 mondes intérieurs s'effondrant en même temps. La guerre est terminée. Le Japon a capitulé. Ces deux phrases n'avaient aucun sens ensemble. C'était une impossibilité logique, une violation des lois de l'univers tel que je le connaissais. Mon esprit refusait de les assembler. Un gémissement a parcouru nos rangs, puis un cri. Une femme s'est effondrée, en sanglots. Une autre a simplement ri, un rire aigu et hystérique qui a été rapidement étouffé. Moi, je suis resté figé, incapable de bouger, de respirer. Capitulation. L'empereur, notre Dieu vivant, avait capitulé. C'était un blasphème. On nous avait enseigné le Gyokusai, la mort honorable des 100 millions. Nous devions nous battre jusqu'au dernier homme, jusqu'à la dernière femme, jusqu'au dernier enfant. La reddition n'était pas une option, c'était une souillure spirituelle, une annulation de notre existence même. J'ai cherché le regard du sergent, m'attendant à y voir du triomphe, de la jubilation, la satisfaction du vainqueur. Mais il n'y avait rien de tout cela. Juste une immense lassitude, comme celle d'un homme qui venait de poser un fardeau trop lourd. Mensonge. La voix de Madame Sato a déchiré l'air, stridente de fureur et de déni. C'est une ruse de l'ennemi pour nous briser l'esprit. Ne les écoutez pas. Notre nation ne se rend jamais. Elle s'est tournée vers nous, ses yeux brûlants d'une fièvre fanatique. C'est maintenant que nous devons prouver notre loyauté. La mort est notre seule réponse. La mort avant le déshonneur. Elle essayait de nous rallier, de raviver la flamme de la doctrine, mais ses paroles flottaient dans l'air, impuissantes. Nous étions trop abasourdis, trop brisés par la nouvelle. Son appel à la mort sonnait faux face à la réalité de notre survie, une survie que nous avions acceptée jour après jour, repas après repas. C'est à ce moment précis, alors que le déni de Madame Sato se heurtait au silence las des Français, que la vérité m'a frappé. Ce ne fut pas une pensée, mais une vision, une clarté aveuglante et douloureuse. J'ai regardé les soldats français, leurs uniformes propres, leurs joues pleines, leurs bottes solides. J'ai pensé au savon à la lavande, aux pilules qui avaient sauvé Amy, au mangue sucré dans le panier. J'ai pensé à l'organisation de ce camp, à la logistique sans faille qui nous fournissait 3 repas chauds par jour. Et puis, j'ai sorti de ma poche la lettre de ma mère, le papier usé presque dissous par la sueur de mes mains. J'ai revu ces mots. Nous faisons bouillir des écorces pour faire une soupe. Le choc de la compréhension a été si violent qu'il m'a coupé le souffle. La guerre n'avait pas été perdue ce jour-là. Elle était perdue depuis des mois, peut-être des années. Nos leaders le savaient. Ils le savaient quand ils nous envoyaient nous battre avec des fusils obsolètes contre des armées suréquipées. Ils le savaient quand ils laissaient leur propre peuple mourir de faim pendant qu'ils prêchaient le sacrifice glorieux. Ils nous avaient menti. Ce n'étaient pas les Français, les Américains ou les Alliés qui étaient les monstres. Les monstres étaient ceux qui nous avaient demandé de mourir pour un mensonge. Ceux qui avaient sacrifié des millions de vies pour leur propre orgueil, leur propre honneur. Une vague de nausée m'a submergé. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était un chagrin si profond qu'il me vidait de l'intérieur. Un chagrin pour mon pays, non pas pour sa défaite, mais pour sa trahison. Un chagrin pour tous les jeunes hommes morts en criant « Banzai », pour toutes les mères qui avaient perdu leurs enfants pour une cause qui était déjà morte. Tout ce pour quoi nous avions souffert, tout ce en quoi nous avions cru, n'était qu'une mise en scène macabre. Et nous, ici, dans ce camp, nous étions les survivantes non pas par chance,
mais parce que nous étions tombés entre les mains de gens qui, malgré tout, suivaient des règles qui valorisaient la vie plus que l'idéologie. Alors que cette révélation s'ancrait en moi, Madame Sato a fait un pas en avant. Son visage était déformé par une rage désespérée. « Si vous ne voulez pas mourir pour l'empereur, alors je mourrai pour vous toutes, pour laver votre honte. » Dans un geste rapide, elle a sorti de son obi un peigne en bois dont elle avait aiguisé le manche en une pointe acérée. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant. Elle l'a levé vers sa gorge, ses yeux fermés dans une extase morbide, prête à accomplir l'ultime acte de loyauté. Plusieurs femmes ont crié, mais personne n'a osé bouger. Nous étions paralysés, spectatrices de la dernière scène de la tragédie que l'on nous avait forcés à jouer. Le sergent a bougé. Il n'a pas couru. Il a fait 2 grands pas rapides et a attrapé le poignet de Madame Sato avant que la pointe ne puisse toucher sa peau. Son geste était ferme, sans brutalité. Il a simplement tenu son poignet, son autre main se posant sur l'épaule de la femme, tremblante. Elle s'est débattue, mais c'était inutile. Il était trop fort. Il l'a regardée droit dans les yeux, et pour la première fois, j'ai vu une émotion percer son masque de lassitude, une sorte de pitié exaspérée. « Non, madame », a-t-il dit, sa voix basse et grave, en français. Puis il a répété, en cherchant ses mots, « La guerre, fini, c'est fini ». Il lui a pris le peigne des doigts, avec une douceur surprenante, et l'a jeté de côté. Madame Sato s'est effondrée au sol, non pas comme une guerrière vaincue, mais comme une poupée de chiffon dont on aurait coupé les fils. Elle a pleuré, des sanglots rauques et déchirants, le son d'une foi qui se brise. Le sergent est resté près d'elle un instant, une silhouette protectrice et incongrue. Il a ensuite fait un signe de tête à 2 de ses hommes qui l'ont aidé à se relever et l'ont raccompagnée, chancelante, vers le baraquement. Il ne l'a pas traitée comme une ennemie fanatique, mais comme une femme qui avait perdu la raison. Sans cet instant, tout le poison de la haine que l'on m'avait injecté depuis l'enfance s'est écoulé de moi, me laissant faible mais lucide. Cet homme, cet ennemi, venait de nous sauver une fois de plus. Il nous avait sauvés de la maladie. Il nous avait sauvés de nos propres officiers. Et maintenant, il nous sauvait de notre propre doctrine de mort. Il ne se battait pas contre nous. Il se battait pour la vie elle-même, pour un ordre simple où les gens ne se tuaient pas inutilement. La miséricorde, j'ai compris à ce moment-là, n'était pas une faiblesse. C'était la forme de force la plus redoutable, car elle ne pouvait être vaincue par la violence. Elle ne pouvait qu'être acceptée ou refusée. J'ai relevé la tête et j'ai regardé le drapeau français qui flottait au-dessus du camp. Pour la première fois, je ne l'ai pas vu comme le symbole de l'oppresseur, mais comme le témoin silencieux de notre survie. La honte de la capture s'est évaporée, remplacée par une gratitude si écrasante qu'elle m'a fait monter les larmes aux yeux. J'étais reconnaissante d'être en vie, reconnaissante pour la nourriture, pour les soins, pour la porte verrouillée, pour le peigne jeté au loin. J'étais reconnaissante envers l'homme au visage buriné qui sentait le tabac et la lavande. J'étais reconnaissante envers l'ennemi. Et cette vérité, aussi douloureuse et contradictoire soit-elle, était la seule chose qui me restait. Le pouvoir s'était inversé. Je n'étais plus la victime d'une propagande. J'étais la témoin de son effondrement. Ma survie n'était plus une source de culpabilité, mais un devoir. Le devoir de me souvenir de la faim, mais aussi du goût de la mangue. De me souvenir de la peur, mais aussi du geste d'un médecin. De me souvenir que l'humanité pouvait fleurir dans les endroits les plus improbables, même dans le cœur d'un geôlier fatigué. Je savais que mon retour au Japon serait difficile, que cette vérité serait lourde à porter. Mais je la porterais. C'était le prix de ma vie, un prix que j'étais enfin prête à payer. Alors que nous retournions en silence vers nos baraquements, l'ordre de l'officier résonnant encore dans nos têtes, j'ai senti une nouvelle force en moi. La guerre était terminée. Pour mon pays, c'était une fin marquée par la destruction et l'humiliation. Mais pour moi, c'était une naissance. La naissance d'une femme qui avait vu derrière le rideau de la haine et qui avait découvert que, même dans l'obscurité la plus profonde, un homme pouvait choisir de ne pas être un monstre. Et ce choix, j'en étais la preuve vivante, était la seule victoire qui comptait vraiment. Le bateau qui nous a ramenés au Japon n'a pas accosté dans le pays des dieux que j'avais quitté, mais dans un royaume de cendres et de fantômes. L'air n'avait pas l'odeur salée de la mer, mais celle, âcre, de la poussière, de la pourriture et d'un chagrin infini. Là où se trouvaient autrefois des rues colorées et animées, il n'y avait plus que des squelettes de bâtiments et des silhouettes silencieuses qui se déplaçaient lentement, le regard vide.
Le choc a été d'une brutalité inouïe. Dans le camp, il y avait de l'ordre, des murs, une routine qui, malgré tout, nous protégeait. Ici, dans ma propre patrie, il n'y avait que le chaos, la faim et une désolation qui semblait s'être infiltrée dans l'âme même des gens. J'ai compris avec une clarté terrible que j'avais quitté une prison où l'on nous nourrissait pour retrouver une liberté où l'on mourait de faim. Retrouver ma famille a été une joie brisée par la douleur. Ma mère, dont je me souvenais le visage rond et souriant, n'était plus qu'une ombre aux joues creuses et aux mains tremblantes. La maison de mon enfance avait un mur en moins, remplacé par une bâche qui claquait au vent. Le soir de mon retour, j'ai ouvert le petit sac en toile que les Français m'avaient redonné. Je n'avais pas de cadeau, seulement des preuves de ma survie presque honteuse. J'en ai sorti le pain d'œuf, savon à la lavande à moitié utilisé et une petite boîte de conserve que j'avais réussi à mettre de côté. Je les ai posés sur la table. Personne n'a parlé. Ma mère a simplement pris le savon, l'a porté à son nez et a fermé les yeux, comme si elle inhalait le parfum d'un monde perdu. Dans son silence, j'ai vu à la fois une gratitude infinie et l'abîme qui nous séparait désormais. J'étais celle qui revenait de chez l'ennemi avec du savon, pendant qu'il luttait pour trouver des racines à faire, bouillir. Les jours suivants, j'ai écouté les histoires de mes voisins. Leurs récits étaient remplis de haine et d'amertume envers les démons étrangers qui avaient détruit leur vie. Un soir, M. Ito, qui avait perdu son fils à Okinawa, a craché par terre en parlant des barbares qui occupaient maintenant notre pays. Toutes les têtes ont hoché la tête en signe d'approbation, mais pas la mienne. Un silence s'est fait. Tous les regards se sont tournés vers moi. Je n'ai pas crié. Ma voix était à peine un murmure. Ils n'étaient pas tous des barbares. Monsieur Ito m'a foudroyé du regard. Qu'est-ce que tu en sais? Ils t'ont lavé le cerveau. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas leur raconter l'histoire du médecin, des mangues, de la porte verrouillée. Ma vérité était inaudible face à leur souffrance. J'ai compris que mon expérience était un fardeau que je devais porter seul, un secret qui me protégeait tout en m'isolant de mon propre peuple. En marchant dans les rues dévastées de ma ville natale, je voyais deux guerres superposées, celle qui avait détruit les bâtiments et celle qui avait empoisonné les esprits. Je pensais à Madame Sato, prête à se tuer pour un honneur qui n'était qu'un mensonge. Puis, je pensais au sergent français, qui avait choisi de protéger des vies simplement parce que c'était son devoir d'homme, et non de soldat. J'ai compris que la reconstruction de notre pays ne se ferait pas seulement avec des briques et du ciment, mais avec de nouvelles idées. La véritable force n'était pas dans la volonté de mourir pour un drapeau, mais dans la simple décence de donner un médicament à un malade ou de verrouiller une porte pour protéger les faibles. Le fanatisme avait tout brûlé. Seule l'humanité, fragile et tenace, pouvait faire repousser quelque chose sur ses cendres. J'ai gardé une seule chose de ce camp, pas le savon, qui a été utilisé jusqu'à disparaître, ni la boîte de conserve, qui a offert un repas. Dans une petite boîte en bois, j'ai conservé un simple bouton en métal, tombé de l'uniforme du sergent le jour où il nous a protégés. Il est devenu mon encre, le rappel tangible que la compassion existe même dans les ténèbres. Ma survie n'était pas une trahison, mais un témoignage. Le témoignage que la haine est un choix, et que la miséricorde est un acte de courage. J'ai juré de ne jamais oublier. Je ne raconterai pas à mes enfants les histoires de sacrifices glorieux pour l'Empire, mais la petite histoire, presque silencieuse, d'un soldat ennemi qui, face à la folie, a simplement choisi d'être un homme. Et dans ce choix résidait l'unique espoir pour l'avenir. Aujourd'hui, je suis une vieille femme. Mes mains sont ridées et tremblent un peu, mais elles tiennent encore fermement ce petit bouton de métal, froid au toucher mais si chaud dans ma mémoire. Je le sors de sa boîte en bois, les jours où le monde semble trop bruyant, trop plein de certitude et de haine. Je le regarde, et je ne vois pas un simple morceau d'uniforme. Ennemi. Je vois le dos d'un homme qui se tenait entre nous et la folie. Je revois la porte du baraquement se fermer, et je ressens encore ce silence assourdissant, ce moment où la peur a été remplacée par une incrédulité totale. Ce bouton n'est pas un souvenir de guerre. C'est le souvenir du moment où ma guerre personnelle s'est terminée, bien avant la signature des traités. C'est la preuve que ma vie a été sauvée non par une arme, mais par un choix, celui d'un homme qui a décidé que la protection des faibles était une règle plus importante que le protocole militaire. Au fil des ans, cette vérité est devenue le fondement de ma vie. Pendant que mon pays se reconstruisait sur les ruines de l'orgueil et de la défaite, je me reconstruisais sur ce souvenir de compassion.
J'ai appris à mes enfants et à mes petits-enfants que le courage ne consiste pas à mourir pour une idée, mais à vivre pour en défendre une meilleure. Je leur ai appris que les monstres ne portent pas toujours d'uniforme étranger. Parfois, ils parlent notre langue et nous promettent la gloire en échange de notre humanité. Le visage du sergent s'est estompé avec le temps. Je ne me souviens même plus de la couleur exacte de ses yeux. Mais je n'oublierai jamais l'odeur de son tabac, ni le son de sa voix grave disant « C'est fini ». Dans le grand livre de l'histoire, notre petite histoire n'est qu'une note de bas de page. Mais pour moi, ce fut la leçon la plus importante. La miséricorde est une force, silencieuse. Mais elle était la seule qui peut vraiment mettre fin à une guerre. En partageant cette partie de mon âme avec vous, je me demande ce que notre histoire vous a appris. Sur une échelle de 1 à 10, quelle note donneriez-vous à ce récit pour l'émotion qu'il vous a procurée? Dites-le moi dans les commentaires. La question que je me pose encore aujourd'hui est celle-ci. Qui est le véritable ennemi? Celui qui porte un uniforme différent? Ou l'idée qui nous ordonne de haïr sans réfléchir? Si vous croyez que ces histoires oubliées méritent d'être entendues, je vous invite doucement à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Merci de m'avoir écouté. Votre attention est le plus bel hommage que l'on puisse rendre à ceux qui, comme ce sergent, ont choisi d'être humains.